Bonjour tout le monde. Je vous invite de prendre votre place. Nous allons lancer notre colloque de ce matin. Donc, je vous invite à vous asseoir. Je m'appelle Rhoda Weiss-Lambrou et je suis responsable de l'intégration des médias sociaux à la faculté de médecine. Et je souhaite vous présenter Dr. Stéphanie Raymond-Carrier, néphrologue et professeure agrégée au département de médecine de la faculté de médecine. Elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en éducation médicale de l'Université de Dundee en Écosse et d'un certificat de l'Institut canadien de leadership en éducation médicale. Dr. Raymond Carrier est récipiendaire du prix d'excellence en enseignement prégradué de la faculté de médecine et du certificat de mérite pour accomplissement en pédagogie médicale de l'Association canadienne en éducation médicale. Dr. Raymond Carrier est directrice du Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé, le SAPAS. Je passe la parole. Alors bonjour, je vous avise que je me suis préparé un petit texte parce que moi, je me dis qu'en haut de 100 participants, on n'arrive pas à se rappeler de ce qu'on a à dire si on n'a pas de petit texte. Donc, Rhoda m'a déjà bien présenté. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce premier colloque sur l'utilisation des médias sociaux en enseignement. Donc, en voyant la participation ce matin, je m'aperçois que la faculté de médecine, ce n'est pas la seule à se questionner sur l'utilisation de ces outils-là en enseignement. Probablement, comme l'a dit notre nouveau premier ministre, parce qu'on est en 2015 puis que ça commence à être le temps qu'on se pose des questions là-dessus. Je veux déjà remercier Rhoda et l'équipe du Comité de l'utilisation des médias sociaux en enseignement de la Faculté de médecine pour l'organisation de ce colloque. Pendant la demi-journée aujourd'hui, en écoutant l'expérience de nos collègues, nous aurons l'occasion de réfléchir sur les avantages et les défis liés à l'utilisation des médias sociaux dans nos activités d'enseignement. Je remercie en particulier Dr. Jalali, notre expert de l'Université d'Ottawa, pour sa présence ce matin. Sa conférence nous permettra certainement d'approfondir nos connaissances sur le sujet. Par-dessus tout, nous aurons l'occasion de discuter, nous l'espérons, de créer un réseau de personnes intéressées au sujet qui favorisera la collaboration dans de futures expériences. Donc, je vous souhaite un excellent colloque, puis surtout au plaisir de discuter avec vous. Je vais laisser le technicien. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente Dr. Ali Jalali, notre conférencier invité de l'Université d'Ottawa. Dr. Jalali est professeur d'anatomie à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa depuis 2003. Il est titulaire d'un diplôme spécialisé en médecine sportive de l'Université de Liège et d'un certificat de l'Institut canadien de leadership en éducation médicale. Le Dr. Jalali est récipiendaire du prix d'excellence en enseignement de l'Université d'Ottawa en 2010. Il est reconnu comme chef de file dans l'utilisation pédagogique des technologies mobiles et des médias sociaux en médecine. Il est rédacteur en chef de l'éducation médicale 2.0 et il est un usager très, très actif de Twitter. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente Dr. Ali Jalali. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, j'espère que ce truc va avancer. Oui, voilà. Donc, bonjour à tous. Merci pour l'introduction, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Moi, je suis ici surtout pour apprendre de vous. Donc, je suis le premier à parler, mais vraiment, quand j'ai vu les abstracts qui viennent après de moi, j'espère qu'on va tous networker, on va rester tous en contact l'un avec l'autre. Le seul truc, c'est que probablement, j'ai commencé à tweeter, je ne sais pas moi, 2 mois avant les autres. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis ici en premier, l'expert en Twitter. 2 mois, ça fait beaucoup apparemment. Donc, si vous ne vous rappelez pas, n'oubliez pas qu'on en a un hashtag pour cette session-là qui est CEPAS-MS.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les gens qui veulent filtrer tout ce qui se passe sur Twitter, on va voir, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous pouvez juste googler, vous n'êtes pas obligé en réalité d'être sur Twitter pour suivre ça. Vous pouvez juste le mettre dans Google, exactement comme c'est écrit là-bas, et tous les feeds qui viennent sur le back channel, ici, ça va sortir. On va en parler dans une seconde. J'ai reçu des grants de l'Indabec et CNFS pour créer des affaires sur e-learning et pédagogie médicale. Je voulais que ça soit clair. Ça n'a pas affecté vraiment ce que je vais vous dire, mais c'est un conflit quand même. Donc, les objectifs sont assez clairs. On va parler, je crois, toute la journée des médias sociaux. Vous allez voir, il y a des choses positives, mais il y a comme toujours des choses négatives qu'on doit faire attention. Donc, médias sociaux, les réseaux sociaux, ça existait toujours. C'est rien de nouveau. Les gens avaient leur network, les gens parlaient avec leurs copains, vous aviez des amis, les étudiants avaient leur petit groupe qui s'entendaient et parlaient ensemble. Il y avait des individus qui avaient quelque chose d'intérêt ou interdépendance qui créait que ces gens, ils venaient tous ensemble. C'est ce qui a changé, c'est que ces réseaux-là sont allés online, ça est devenu sur Internet. Donc maintenant, vos étudiants, ils ne sont plus dans la même salle quand ils sont en train de réviser pour l'examen, mais ils sont peut-être dans un groupe Facebook. Et c'est des affaires comme ça qu'on va parler. Pourquoi ça s'est arrivé? Parce qu'avec le changement que je vous avais eu dans les générations, vous avez eu aussi les changements qui s'est fait en communication. Regardez comment les générations comme des boomers, générations comme Génération X et ceux avant, ils communiquaient. Ça allait avec des lettres. Après, on aimait se téléphoner. Après, bien sûr, des Génération X, c'est celui qui a imposé les courriels à tout le monde, tout doit envoyer des emails à tout le monde et tout ça. Est-ce qu'on n'a jamais appris comment envoyer des courriels correctement? Non. Vous arrivez à l'université, on vous donne un courriel. Personne ne dit quand il faut CC'er les gens, quand il ne faut pas CC'er les gens. Moi, en tant que chef de département, je reçois des affaires que je ne dois même pas être CC'é là-dessus. Et après, il y a des choses que je dois être CC'é là-dessus, que personne ne m'a CC'é là-dessus. C'est des problèmes qu'on a toujours eu avec des nouvelles technologies qui arrivent en communication. Maintenant, ces problèmes-là sont encore plus grands. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération, il fait du texte et il fait des médias sociaux. Il n'utilise même pas celui qu'on est un peu habitué à utiliser. Donc, leur mode de communication change. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas si on a le choix. Ce n'est pas comme si on peut dire « Ah oui, les médias sociaux, c'est un hype et ça va partir. » Non, c'est comme ça que ces gens se communiquent. Il y a plein de parents, quand vous parlez aux gens qui ont des teenagers et tout ça, ils vont dire « Oh, ils sont tout le temps en train de se texter et tout ça. J'aimerais qu'ils me parlent et tout ça. » En réalité, les études ont montré que les teenagers aiment bien vous parler aussi, mais pas de tout, pas tout le temps. Il y a des choses qu'ils préfèrent texter, mais quand quelque chose arrive, qu'ils doivent discuter face à face, en réalité, ils préfèrent des discussions face à face que des textes, quand des choses émotionnelles, par exemple, arrivent. Donc, il comprend la différence, mais il aimerait vraiment avoir des textes et tout ça aussi. C'est ce qu'on doit apprendre à nos étudiants, surtout en médecine. En médecine, qu'est-ce que je leur dis? Ça, à vous, je dis, oui, ils sont en train de texter. À mes étudiants, je dis, faites attention. Il y a encore 2 générations qui préfèrent que vous leur parlez face à face, que vous leur envoyez des textes ou juste leur téléphoner, des affaires comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous donne des iPads pour aller faire votre tour de salle et après, quand vous allez faire le handover, vous avez un checklist qui est très bien fait, qui va diminuer les erreurs pour le patient et tout ça, c'est patient safety. Ce n'est pas pour ça que vous devrez arriver devant Mme Thibault et mettre l'iPad là-bas et dire « Alors, Mme Thibault, dernière fois que vous avez mangé, c'était quand? Ça, c'était quand? Vous êtes allé au sel? Oui, merci beaucoup. » Et partir. Mme Thibault, peut-être, n'est pas habituée de ce type de communication. Par contre, vous, avec vos copains, vous êtes en train de manger, vous êtes tous en train de texter et personne n'est insulté parce que c'est comme ça qu'ils communiquent. Donc, ça change. Et il est en train de carrément faire une évolution sur la façon où les gens portent attention. Regardez ce qu'il y a écrit tout en haut. C'est le average, c'est le attention span, c'est le temps que les gens mettent pour prêter attention à ce que vous êtes en train de dire. Il a diminué depuis 2000 à 2013. Il est descendu de 12 secondes à 8 secondes. Donc déjà, après 8 secondes, la plupart des gens, ils commencent à s'ennuyer. Ils sont là, « Ah, punaise, j'espère qu'il va finir et tout ça. » Qu'est-ce qui vous explique pourquoi Twitter a autant de followers et c'est très... Les gens l'adorent parce que ce n'est pas un courriel, ce n'est pas une lettre. Et encore, c'est la même histoire. Les emails n'étaient jamais faits pour que vous écriviez 2 pages de courriel, n'est-ce pas? Moi, je reçois des emails qui sont 2 pages. Il n'est pas... Vraiment, pour moi, les courriels, ils doivent être courts. Donc, Twitter, ça ne vous laisse même pas le faire. 140 secondes. Pour moi, c'est excellent.
Moi, 140, OK, je n'ai pas regardé, mais regardez la différence qui existe entre les différentes générations. Ici, vous avez les 18 à 24 ans, dans la 65 et plus. Il dit, quand quelque chose, il n'y a rien que je dois faire, je vais tout de suite chercher mon phone. Je vais chercher mon téléphone. 77% des jeunes, automatiquement, dès qu'ils s'ennuient, c'est le téléphone qu'ils prennent. Juste 10% des gens âgés feront ça. C'est carrément un type d'évolution qui est en train de se faire. On est en train de changer nos interactions à cause des technologies qui arrivent. Et c'est important de savoir ça. Et comme vous voyez, même les façons où on regarde les choses, ils changent. Par exemple, la TV, c'est quelques exemples qui sont ici que je vous laisse jeter un coup d'œil. Mais regardez la TV. La TV, il y avait une époque, oui, les gens mangeaient, ils regardaient la TV. C'était déjà multitasking. Maintenant, la plupart des jeunes, regarder la TV, ça veut dire en même temps texter tes copains, tweeter sur ce que tu es en train de voir et voir qu'est-ce qui se dit sur l'émission en back channel, n'est-ce pas? C'est un multitasking qui vient avec l'appareil. Donc, tout est en train de changer. Et pour les gens qui sont dans la science de la santé ou dans l'éducation, qu'est-ce qui est très important à comprendre? C'est la grandeur de ces affaires-là. Ce n'est pas juste 4 personnes. Aujourd'hui, vous allez sur Twitter pour cette session-là. Si on a vraiment de la chance, il y a 10 personnes qui tweetent. Et vous allez dire, oh oui, mais sur 120 personnes, il y en a que 10 qui tweetent. Oui, mais malgré ça, il y a quand même 300 millions de personnes qui sont activement sur Twitter. Il y a 1,5 milliard de gens qui sont sur Facebook. Donc, en tant que médecin, si je vais faire la promotion de la santé, cessation de fumer, diabète, hypertension et tout ça, est-ce que ça ne fait pas de sens d'être sur Facebook? S'il y a 1,5 milliard de personnes qui sont là-dessus, il y a une grande chance que mes étudiants, mes patients sont là-dessus aussi. Et c'est ça qui arrive. Si vous n'êtes pas là-dessus, quelqu'un d'autre va être là pour leur donner des réponses. On va jeter un coup d'œil là-dessus dans une seconde. Et c'est la responsabilité sociale. On est dans un système que l'argent qu'on reçoit, que ce soit en tant qu'éducateur, que ce soit en tant que clinicien ou en tant que quelqu'un qui est en sciences de la santé, peu importe, l'argent vient de la population. Vous êtes responsable de retourner à cette population. C'est ce qu'ils demandent. Parce que nous, on pense juste. Il faut savoir la population, ce qu'ils veulent, et essayer de répondre à ces besoins-là. Moi, peut-être, je pense que oui, je dois faire toute ma recherche sur le génome X, Y, Z, mais est-ce que c'est ce que la population en a besoin ou non? Parce que l'argent vient d'eux, n'est-ce pas? Comment je le sais? Je peux regarder dans les médias sociaux. À la place d'aller envoyer un sondage à 300 personnes et demander leur avis sur le sujet, je dois apprendre de comment analyser les data qui circulent dans ces médias sociaux. Ça, c'est tout le big data research, right? Et malheureusement, c'est ça qui arrive. Donc, ça, c'est le chat. Chat, ça veut dire que c'est les gens qui sont en train de parler d'un sujet sur Twitter. Ça, c'est un chat, comme vous le voyez là-bas. Alors, ce chat-là, si vous le regardez en haut, il y a des hashtags Chronic Life, Day of Diabetes, SCF, Cystic Fibrosis. Donc, c'est 3 groupes de pathologies qu'ils ont analysé les gens qui parlaient sur Twitter sur ces pathologies-là. OK? Et sur ces gens-là, on va voir qu'il y en a 56% en bleu qui sont des patients sur les gens qui parlent de ces pathologies-là. Et les médecins sont où? C'est le petit vert là-bas. Seulement 1%. Est-ce que ça veut dire que les gens ne posent pas de questions? Non. Les gens sont en train de recevoir des réponses. De qui? De unknown. 25% qui sont là. Et c'est là qui est le problème de toute cette histoire-là, n'est-ce pas? C'est là que vous allez avoir des outbreaks comme ça. Vous allez avoir Californie qui est en train de se tracasser la tête à cause de vaccination. Et vous êtes là, mais punaise, je suis dans Nord-Amérique. Et les Irakiens, avec tous les problèmes qu'ils ont, ils n'ont pas de problème de vaccin. Les gens des États-Unis, en Californie, ils ont ce problème-là. Pourquoi? Parce que quand ils sont allés, ces gens-là, poser des questions dans les médias qu'ils utilisaient, les médecins n'étaient pas là pour leur répondre. Les médecins, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'écrire des articles et les publier dans le High Impact Journal. Parce que c'est comme ça que je vais m'être promu. Mais vous n'allez pas croire, mais les gens s'en foutent de High Impact Journal. Je n'ai jamais vu un patient qui est arrivé avec une feuille de Nature. Nature, ça coûte $300 pour un article pour mon patient. N'est-ce pas? Il arrive avec des affaires qu'ils ont. Dr. Oz a dit ça. Dr. Phil a dit ça.
Et c'est ça qui arrive si vous n'êtes pas là pour contredire ça. Et ce n'est pas notre faute. Tout le système est fait pour promouvoir high impact, citation. I have 5,000 Twitter followers. Who cares? Personne. Ils veulent savoir combien d'articles j'ai publiés dans Academic Medicine. Malgré que mes patients, malgré que mes étudiants, malgré que tous les autres éducateurs qui sont ici me suivent sur Twitter et peut-être ils n'ont même pas jamais vu mon article sur Academic Medicine. Mais ça arrive. Donc, petit à petit, il faut qu'on change cette mentalité-là. Look, whooping cough outbreak in Canada. Ça date de ces mois-ci. Mais c'est malheureux, mais c'est ce qu'il arrive quand on n'est pas là pour éduquer. N'est-ce pas? Donc, en tant que médecin, en tant qu'éducateur ou dans les health sciences ou même éducation dans les autres affaires, je crois que c'est 3 choses que vous pouvez prendre des médias sociaux. Si vous pouvez l'utiliser dans votre éducation, on peut l'utiliser pour le développement professionnel et on peut l'utiliser aussi pour la recherche. On va parler de ça rapidement. Maintenant, ce que je viens de dire, il ne faut pas penser qu'il faut toujours faire le hype non plus, n'est-ce pas? Il y a hype. Gartner a un cycle qui s'appelle Hype Cycle, qui dit quoi? Qui dit quand une technologie arrive, en général, les gens sont très « oui, est-ce qu'on va l'adapter? Est-ce qu'on doit le faire ou non? » Et petit à petit, les gens commencent à adapter. Ça monte. Et après, à un moment, ça devient la meilleure chose parce que tout le monde est en train d'acheter la même chose. Et moi, j'ai dit à toi, on doit faire la Twitter. Toi, tu le dis à elle, elle dit à monsieur. Et petit à petit, ça monte et tout le monde commence à le faire sans vraiment penser, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose pour moi dans cette situation-là? Exemple parfait, c'est Facebook. Il y a 5-6 ans, je parlais de Facebook. Il y a beaucoup des hôpitaux, beaucoup de l'université qui interdisaient aux professeurs de médecins d'être en Facebook. CMPA, il était totalement contre, on est bien d'accord, il y a quelques années. Petit à petit, il ouvre les portes, les gens sont là. Il y a plein de gens sur Facebook, Jalali, les autres sont en train de parler de ces affaires-là, on doit le voir. Et maintenant, chaque fois que je vois un chef de département, il dit, oui, on veut créer une page Facebook. Et vous êtes là, mais pourquoi tu veux créer une page Facebook? Mais tous les départements en ont. Mais ça, c'est le hype. Tu n'as aucune idée c'est quoi le needs assessment des gens que tu veux parler avec, n'est-ce pas? Si moi, je suis dans un métier qui a beaucoup de gériatrie, disons, je fais de gériatrie, est-ce que mes patients ont des pages Facebook que je suis en train d'aller sur Facebook? Peut-être ils en ont, je ne dis pas qu'ils n'en ont pas. Ou si je suis pédiatre, est-ce que je dois concentrer sur Twitter ou je dois aller voir Snapchat, qui est un truc de nouveau? Ce n'est pas que tout le monde fait du Facebook, on doit faire du Facebook. Donc, il y a la théorie. En tant qu'éducateur, on doit se dire, est-ce qu'il y a des théories qui peuvent soutenir qu'on utilise les réseaux sociaux? Et il y en a. Le constructivisme et le connectivisme, les 2 théories qu'ils ont toujours supporté, éducation en small group. Pourquoi on fait des APP? Pourquoi on a diminué les cours de salle comme ça et on les met dans les petits groupes? Parce qu'ils construisent beaucoup mieux. Piaget et tout ça, ils nous ont montré, n'est-ce pas? Les morceaux arrivent, ils vont construire leurs connaissances. Et quand ils sont en connexion, ils apprennent mieux. Parce qu'elle peut me corriger, moi je peux corriger l'autre, et ainsi de suite. Donc, il y a les théories. Ce n'est pas que j'ai besoin de refaire des études là-dessus. C'est déjà fait. L'évidence est déjà là. Pour moi, d'utiliser les réseaux dans l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? La première chose à faire, c'est faire un needs assessment. Il faut savoir qui vous voulez parler avec et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils utilisent. Dans mon cas, c'était Facebook. Un jour, je suis en charge des 13 premières semaines de l'université à l'Université d'Ottawa, faculté de médecine, et on avait envoyé des courriels aux étudiants et personne ne l'avait fait. On avait demandé de changer de salle, ou je ne me rappelle plus c'était quoi, on parle d'il y a quelques années. Et ils n'avaient pas fait. Donc, je les ai vus et j'ai dit, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas venus à la salle qu'on vous a dit? Pourtant, on avait envoyé 2 courriels dans la semaine avant. Et ils ont dit, mais on ne lit pas vos courriels. J'ai dit, mais comment ça se fait vous lisez? C'est la façon officielle de communiquer avec vous. Ils ont dit, mais parce que c'est du spam. Sur 20 courriels qu'on reçoit des comptes U-Ottawa, pas de partout, de votre compte U-Ottawa, il y en a peut-être 3 qui sont intéressants. Et avec le attention spam de 8 secondes, il oublie de le regarder, n'est-ce pas? Si tu en as 20, tu regardes le 2 premiers et autant l'a fait. Donc, j'ai dit, mais comment vous communiquez entre eux? Ils ont dit, on texte. On texte, j'ai dit, OK, je ne veux pas avoir tous vos numéros de téléphone. Quoi d'autre? Ils ont dit, mais on fait le DM, Direct Messaging. En quoi? En Facebook.
Donc, je ne voulais pas devenir ami avec mes étudiants, parce que c'est ça, Facebook, pour moi, c'était amitié. Je n'avais même pas un compte Facebook il y a 10 ans. Donc, j'ai dit, je ne veux pas devenir ami. Et c'est là que je me suis rendu compte, en réalité, tu n'as pas besoin de devenir ami avec les gens pour voir ce qu'ils disent dans ton newsfeed sur Facebook. Donc, l'idée, c'est de communiquer avec les gens où ils sont. Vous êtes sur Facebook, je vais envoyer mes affaires à la place dans votre Outlook, je l'envoie dans votre compte Facebook. Et c'est là que j'ai créé une page pour Anatomie. C'est ce que fait CPAS. CPAS a une page Facebook, ce n'est pas qu'il devient ami avec vous. Vous allez faire like, comme ça, s'il y a des nouvelles, ça sort sur votre newsfeed. Comme ça, tout est dans la même place, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les différents endroits. Qu'est-ce que j'aime bien beaucoup avec le Facebook? La page, c'est qu'il vous donne les statistiques. Donc, vous pouvez exactement voir qui est allé sur quoi et combien de fois ils ont cliqué là-dessus. Il y a aussi les Facebook Groups. Il y en a beaucoup qui utilisent les groupes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé Facebook Group en éducation? Ne soyez pas timides. Oui, quelques-uns. Bravo, oui, voilà. Donc, quand on utilise les Facebook Groups, qu'est-ce qui est bien? Que c'est un peu plus fermé. Vous pouvez juste avoir ces 15-là qui sont dans votre salle à ce moment-là. Vous les mettez dans un groupe et vous communiquez. Vous pouvez partager des fichiers et des affaires comme ça directement avec eux. Une chose que je n'aime pas, c'est qu'ils ne vous donnent pas les statistiques. Une façon très bien de rentrer ça en éducation, c'est faire ce qu'on appelle Flip Classroom. Tout le monde est familier avec Flip Classroom? Oui? Non? Flip Classroom, c'est quand, dans un classroom normal, je donne un cours et vous allez faire le devoir à la maison après, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait blabla, vous allez lire plein de choses après là-dessus. J'enseigne anatomie, je viens vous montrer toutes les branches de l'artère de X, Y. Après, vous allez à la maison mémoriser ça. Flip Classroom, je fais le contraire. Je vous dis, je fais une YouTube vidéo sur ce que je vais vous sachiez sur anatomie. Vous allez mémoriser tout avant d'arriver dans ma classe. Dans la classe, je vous donne un cas clinique sur une pathologie d'artère temporale, disons. Et je vais dire, mais c'est quelle artère, ça? Donc, on le monte sur la taxonomie de Bloom dans le higher order of thinking. À la place que vous soyez là en train de passivement accepter. Donc, vous voyez, ça flippe le classroom et ça donne plus de valeur. Ça demande aux étudiants de faire du travail avant d'arriver, mais au moins, quand le cours est fini, ils ont posé toutes leurs questions. Ce n'est pas juste quand ils partent. Donc, Facebook, YouTube et tout ça, ça aide beaucoup à faire le Flip Classroom parce que vous pouvez donner des affaires à lire et après, quand il vient, on discute. Comme les attention spam est très bref, je vous conseille de mettre toutes vos affaires sur la même page. Le pire, c'est que d'avoir, voilà, l'Université de Montréal, pour le cours de physio, c'est ça, pour les OSCE, c'est ça, pour les APP, c'est là, et l'étudiant doit aller avec 5-6 sites différents. Si vous pouvez mettre tout sur la même page, moi, tout ce que j'ai, c'est sur la même page. ianatomie.com, podcast, YouTube et Facebook vidéo. Vous mettez tout sur la même page et comme ça, vous êtes tranquille. Pour votre carrière, ça, c'était l'éducation. J'en suis sûr qu'on va en parler pendant toute la journée aujourd'hui. Pour vous-même, moi, j'ai fait une étude où j'ai demandé aux médecins pourquoi vous utilisez des médias sociaux. Pour le réseautage, bien sûr. Pour avoir accès à l'expertise des autres, si je suis médecin de famille, il y a un ECG qui sort, je ne sais pas comment l'interpréter. J'ai le texte à mon collègue cardiologue, on a fait les études ensemble, il m'envoie qu'est-ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce qui était très intéressant, c'était emotional support. Et c'était des exemples typiques qui venaient, et ça, je me rappelle toujours, d'une dame qui était orthopède dans une petite ville où il y avait que des hommes dans la salle d'op. Donc, elle était la seule femme orthopède. Elle se faisait harceler tout le temps, à point qu'elle voulait quitter. Elle avait trouvé un groupe sur Facebook pour les femmes orthopèdes, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'est pas seule. C'est un truc très commun pour les femmes qui rentrent en chirurgie, d'avoir des problèmes avec les hommes qui sont en chirurgie. Et ça l'a aidé, parce qu'ils lui ont donné ni seulement des points pour améliorer d'éviter ce harcèlement-là, mais aussi des affaires légales, que ça, c'est interdit. S'il le faut encore une fois, voici le numéro que tu peux appeler. Donc ça, c'était très intéressant. Un autre exemple, c'était les Ontario Doctors qui sont allés contre le gouvernement ontarien. Vous n'êtes peut-être pas au courant de ça, mais ils ont créé une page Facebook et ils ont organisé des manifestations là-dessus. Est-ce que ça a marché? Pas du tout. Parce que le gouvernement s'en fout un peu, ils font ce qu'ils veulent, mais quand même, ils sont en train d'essayer. Et il y a des hashtags qui circulent et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que ça a rendu ces débats-là publics.
Parce que les journaux, c'est ce qu'ils regardent. Ils sont en train de regarder Twitter, Facebook et tout ça. Donc, ils ont dit, oh, le OMA n'est pas content, on va les interviewer. Par contre, avant ça, tout le monde s'en foutait. Qu'est-ce que les médecins disaient? Parce que c'était des lettres l'un à l'autre et tout ça. Une des façons de commencer cette affaire-là, je trouve le meilleur, c'est LinkedIn. Combien de personnes ont un compte LinkedIn ici? Excellent, mais voilà. Qu'est-ce que je trouve avec LinkedIn? Qu'on a tous un compte, mais on ne fait pas grand-chose avec. C'est mon cas. Je ne sais pas si les gens font plus. J'espère que vous allez le présenter après si vous le faites. Mais franchement, même si vous ne faites rien avec, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle un digital footprint, une empreinte digitale sur Internet. Parce que, qu'on soit d'accord, ce n'est pas parce que vous n'avez pas un compte Facebook que vous n'êtes pas sur Facebook, n'est-ce pas? Si quelqu'un prend une photo aujourd'hui d'ici et le met sur Facebook, vous allez être sur Facebook, mais vous ne le saurez pas, parce qu'il ne peut pas vous taguer. Donc, faites attention à ça, parce que ça peut créer ce qu'on appelle un digital shadow. Ça peut donner un nombre digital de vous. C'est ce que les médecins ont peur de googler leur nom, parce que le seul truc qui arrive, c'est MD rating. Mais MD rating, c'est votre shadow, c'est votre ombre. S'il arrive, je m'excuse, c'est votre faute. C'est parce que vous n'avez pas un digital footprint. Vous me googlez, vous voyez exactement ce que je veux que vous voyez. Pourquoi? Parce que j'ai créé un digital footprint pour moi. Comment je le fais? Je crée un compte LinkedIn. J'ai un site sur l'Université d'Ottawa où mon nom apparaît à chaque article que j'ai fait. Donc, Google, qu'est-ce qu'il fait? Google va chercher votre nom, voir il y a combien de clics sur cette page-là. La page qui a plus votre nom là-dessus et plus de clics, il arrive au premier lieu. Si vous êtes nulle part, mais bien sûr, il va trouver le MD rating. Je ne dis pas que MD rating est mauvais. Si vous avez des mauvaises évaluations, il faut jeter un coup d'œil et voir qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, dans votre cabinet et tout ça. Mais vous pouvez très simplement créer un site et le monter. LinkedIn aussi vous permet d'avoir des petits groupes où vous pouvez discuter professionnellement. Donc, pour ceux qui veulent commencer, je crois que LinkedIn, c'est un bon endroit. Mais faites toujours très attention. LinkedIn, il vous demande toujours d'envoyer votre contact à tout le monde que vous êtes sur LinkedIn. Dites non. Quand il demande, quand vous êtes en train de vous enregistrer, n'allez pas yes, 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 yes. Parce que soudainement, 300 personnes vont recevoir une invitation à LinkedIn et il y en a plein qui ne l'aiment pas. Donc, lisez un peu qu'est-ce que vous voulez faire public en LinkedIn. Donc, parlons de recherche. De point de vue recherche, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Nathalie a écrit un très bon article dans International Review of Psychiatry où elle parle que vous pouvez l'utiliser pour planifier votre recherche, pour le développement, pour l'implémentation et pour la dissémination. Et de plus en plus, comme vous savez, il y a des journaux qui vous promettent vous demande de faire plus de médias sociaux. On a de plus en plus open access articles. Les articles qu'on a dit, ils sont ouverts à public. Des blogs, par exemple, il y en a plein de gens qui font des blogs, ils vont vous en parler aujourd'hui aussi. Il y a une nouvelle méthode qui arrive qui est post-publication, peer review. Altimetrix, ils vont vous en parler aujourd'hui. Je sais que vous allez en parler ce matin. Donc ça, c'est très intéressant. Et bien sûr, une grande chose, c'est les conférences. Pendant les conférences, vous pouvez être ici en train de suivre la conférence qui se passe aux États-Unis parce que vous savez suivre la discussion sur les médias sociaux. Et je vais vous montrer un exemple dans une seconde. Donc, le blog, vous n'êtes pas obligé de créer votre propre blog. Vous avez quelque chose de très bien à le dire, mais vous ne voulez pas aller à travers tout ça. Il y a plein de sites qui vous permettent de leur envoyer votre blog. Par exemple, CMAJ. CMAJ a des blogs, donc en tant que guest, vous pouvez contribuer à ça. Et ICE, qui est le Laurel College, il y en a plein d'autres, Kevin MD et tout ça. Il y en a qui ont créé des sites. Rhoda, qui est le champion ici en médias sociaux, elle a carrément un site là-dessus où elle veut dire les gens de suivre sur Twitter, les gens que vous pouvez suivre sur blog et tout ça. Donc, le travail est déjà fait pour vous. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller commencer à zéro. Elle a déjà fait le travail. Donc, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur ce site-là et voir toutes les ressources que l'Université de Montréal vous a mis pour les enseignements avec les médias sociaux. C'est un site très excellent et bravo. Altimetrix encore, ils vont en parler dans une seconde, mais c'est une façon que les journaux, maintenant, ils peuvent quoter votre article. Je ne reste pas trop là-dessus. Et aussi, il y en a un review qui a été fait pour montrer que peer review, vraiment, ce n'est pas la fin de toutes les affaires non plus. Il y a des problèmes avec peer review, donc on doit considérer les méthodes alternatives comme Altimetrix aussi. Je vais vous les laisser là-bas juste pour ceux qui sont intéressés et vous pouvez aller regarder le peer review in 2015 qui est fait par Taylor and Francis.
Nature a fait une étude sur les chercheurs pour voir qu'est-ce qu'ils utilisaient. Ça, c'est les 3 social media, les médias sociaux que les chercheurs utilisent le plus. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Regardons les couleurs en haut. Regardez, il dit, c'est l'engagement qu'il est en train de montrer. OK? Le vert, c'est le bas, le jaune, c'est moyen, et le bleu, c'est le plus haut. C'est l'engagement, c'est l'interaction que vous avez sur ce réseau-là. OK? Pour les chercheurs, je parle. Regardons le premier, ResearchGate. Qui est sur ResearchGate? Tous les chercheurs. Les gens qui font la recherche, ils sont sur ResearchGate. Quand ils demandent pourquoi vous êtes sur ResearchGate, en général, c'est pourquoi. Regardez, c'est le numéro 3. Numéro 3, il dit quoi? In case contacted. Parce que vous êtes censé être sur ResearchGate quand vous êtes chercheur. Parce que chercheurs, ils vont se chercher sur ResearchGate. Donc, vraiment, ce n'est pas un truc qui augmente votre network. Parce que c'est les mêmes gens que vous connaissez dans votre domaine qui sont là-dessus. Et ça, c'est l'étude de Nature qui vous le montre. Deuxième chose, LinkedIn, on en a parlé encore, regardez, c'est le vert. Encore, on est là pour se montrer. Digital footprint. Si je suis un chercheur, je dois être sur ResearchGate. Si quelqu'un me cherche, j'aimerais qu'il me trouve. LinkedIn, la même chose. Par contre, quelque chose que personne n'y pense, Twitter. Et regardez, tout est bleu. Et bleu, n'oubliez pas, c'est le plus grand type d'interaction. C'est là que ça commence à numéro 9 à 13. Donc 9, post work, share links, actively discuss research, comment on research, and follow discussions. Donc oui, le ResearchGate est fait pour les chercheurs, LinkedIn est fait pour les professionnels, mais c'est Twitter où la plus grande discussion a lieu entre les chercheurs. Et ça, c'est Nature qui le dit. Quand on fait des affaires, il faut les évaluer en tant que chercheur. Donc, c'est là l'histoire de Big Data. C'est le data qui est déjà là. Si vous voulez savoir est-ce que ce hashtag d'aujourd'hui, ça n'a pas marché, ça a marché ou non, on peut l'évaluer. Et il faut utiliser l'évaluation. Et moi, je pense qu'il faut monter plus que juste le niveau 1. Tout le monde est familier avec ces 2 types d'évaluation, Kirkpatrick, juste la réaction et tout ça. Donc, c'est très fun d'envoyer des sondages aux gens. Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'on commence à faire? C'est voir est-ce que ça change le comportement des gens. Is it behavior change, right? Est-ce que quand je parlais de ça, après, dans 3 ans, il y en a plein qui ont commencé à tweeter ou faire de Facebook et tout ça. Et ce n'est pas parce que je reçois de l'argent si vous tweetez, c'est juste parce qu'il y a plein de monde à l'extérieur des murs des peer review journal qui sont intéressés dans ce que vous faites, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'on peut faire plein de recherches sur ces sujets-là. Donc, pour être un peu plus concrète, ça veut dire quoi Twitter? Il parle de Twitter tout le temps, c'est quoi? Twitter, c'est très simple, c'est vraiment texting d'Internet. Donc, c'est très court, c'est 140 caractères, c'est très facile à créer un compte. Il vous faut soit votre numéro de téléphone, soit votre courriel. Et quand vous le créez, il y a juste 2 choses à savoir. Il y a le arrobas que vous voyez qui clarifie le nom de user. Donc, si vous commencez, essayez d'avoir un nom qui est assez court. Si vous l'utilisez pour l'éducation ou pour la médecine, ça devrait être votre propre nom. Et mettez une belle photo, comme ça les gens se reconnaissent. Il y a plein de gens, on se reconnaît quand on se voit la première fois, malgré qu'on ne s'est jamais vu, juste parce qu'en Twitter, on s'est déjà vu nos photos. Donc, c'est une très bonne façon de faire du networking avec. La deuxième chose, c'est hashtag, qui est mot-clic. Donc, hashtag vous permet de quoi? De filtrer les tweets. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a 200 000 tweets par minute. C'est pour ça que les gens sont là et disent, mais qu'est-ce qu'ils trouvent là-dedans à suivre ça? Ça passe comme ça, je ne comprends rien. Mais c'est parce qu'il y a trop de choses. Donc, il faut filtrer. Et c'est quelque chose qu'on doit enseigner aux patients, aux étudiants et à tout le monde. Comment filtrer ce que vous voulez? Moi, je donne toujours l'exemple, et je vous demande de ne pas le répéter, c'est notre doyen. Un jour, il vient me voir et il dit, for God's sake, stop tweeting. Parce que je tweete beaucoup. Et moi, j'ai dit, with all due respect, stop following me. Qu'est-ce qui est la vérité? Parce que si votre Facebook feed ne vous plaît pas, si votre feed de Twitter ne vous plaît pas, vous n'avez personne à blâmer que vous-même. Ce n'est pas le courriel, et c'est ça la beauté du truc. Courriel, c'est un push, quand Twitter, c'est un pull. Vous avez mon courriel, vous allez m'envoyer des affaires. Je peux vous ajouter au junk mail après le fait que j'ai reçu vos affaires. Twitter, ce que je vois sur Newsfeed, c'est parce que je vous ai suivi. Vous ne pouvez pas venir sur mon newsfeed si je ne vous ai pas demandé de me suivre. Vous ne pouvez pas m'envoyer des DM. Donc, faites attention. Si Facebook ne vous plaît pas, vous êtes en train de suivre des mondes qu'il ne faut pas. OK?
Donc, on commence en général, il y a des hashtags MedEd, qui est Medical Education, MedEdFR, Pédagogie médicale en français, Healthcare Social Media Canada, et bien sûr, pour aujourd'hui, CEPAS MS. Et voici comment vous pouvez l'analyser. Ça, c'est Simplr qui nous donne, Simplr, le site, il est en haut, SYMPLUR. On l'a soumis, notre hashtag, au Simplr, et il vous dit, les gens qui ont tweeté, vous voyez plein de ceux-là ici, combien ils ont tweeté, et comme vous voyez, il est en train de montrer comment on avance dans les journées. Donc, encore, Big Data. Je n'ai pas besoin de payer ça, il est là. Je vais juste l'utiliser pour ma recherche, je peux faire ça. Twitter et les médias sociaux, ça commence à avoir beaucoup d'importance dans les situations de crise, comme vous le savez. Tous les gens qui ont vu ce qui s'est passé à Paris, probablement, ils l'ont vu en grande partie sur les médias sociaux. Maintenant, Facebook, il a carrément un bouton que s'il trouve que vous êtes dans le milieu où ce désastre est arrivé, vous pouvez faire check-in tout de suite. Comme ça, les gens de vos familles et tout ça sachent que vous êtes OK. OK, c'est juste un clic. Boum. Et les gens sont là. OK, il est là, il est sauf, on sait qu'il est là. Et regardez, porte ouverte, quand les affaires de Paris se passaient, les gens ont commencé un hashtag porte ouverte pour dire aux gens, ma porte ce soir est ouverte. Si vous n'avez nulle part à aller, si vous êtes coincé, venez chez nous. Donc, ça aide les gens qui sont sur Twitter. Si vous n'êtes pas là-dessus, si vous n'êtes pas sur Instagram, vous n'allez pas avoir accès à ça. OK? Et ce n'est pas juste le Paris. Ça peut être des earthquakes, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut aider beaucoup avec ces affaires-là. Mais de l'autre côté, ça peut aussi avoir beaucoup de misinformation, d'informations qui ne sont pas correctes. Le pauvre que vous voyez ici, c'était un programmeur. Il était dans un groupe où il faisait du hacking contre un autre groupe. L'autre groupe, il en a profité. Ils ont fait un Photoshop avec Coran et une veste. Et ils ont dit, oh, voilà un des terroristes. Et ils l'ont envoyé à tout le monde. Et comme l'idée qu'on est maintenant un peu envahi par, c'est la satisfaction d'avoir un retweet. Si je mets quelque chose et personne ne le retweet, c'est comme si l'arbre tombe et il n'y a personne pour l'écouter, n'est-ce pas? Vous êtes là, oh, pourquoi ils ne l'ont pas retweeté? C'est ça le problème que beaucoup de teenagers, ils en ont. Ils prennent une selfie et personne ne l'aime. Mais pourquoi personne ne l'aime, n'est-ce pas? C'est toute une mentalité incroyable derrière tout ça. Les psychiatres sont en train d'étudier ces affaires-là. Il y a Facebook Depression, n'est-ce pas, qui est sérieux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on met sur Facebook, ça vient de notre narcissisme. C'est moi dans mes meilleurs jours. Je me suis fait mal il y a 2 semaines au dos. C'est pour ça que je marche comme ça. Vous allez chercher mon Facebook, il n'y a pas une seule photo de moi par terre en train de grimacer de la douleur. Par contre, il va y avoir 10 photos de moi en train de donner le discours à l'Université de Montréal. C'est narcissisme, mais c'est la vérité. Et les autres, ils le voient, ils pensent qu'Ali Jalali est toujours dans le top, qu'est-ce qui n'est pas du tout le cas. N'est-ce pas? Et c'est la même histoire, donc faites très attention avec ça. Voilà, Tour Eiffel dans le noir pour la première fois depuis 1889. Chaque soir, il va dans le noir, ce n'est pas dramatique, mais 29 000 retweets. Donc faites très attention à ce qui se passe là-dessus, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent, les gens sont de plus en plus visuels. Les aides visuelles que vous voyez là-bas, ce sont les médias sociaux visuels, vous voyez. Par exemple, Periscope, Vine. Periscope, c'est très bien. Ils vous laissent de faire des webcasts live. Vous voyez, ça, c'est moi en train de faire un webcasting live gratuitement avec un Periscope et un selfie stick. Donc, vous le mettez, boum, ça le laisse à tout le monde. C'est live partout. Tout le monde peut regarder vos webcasts. Instagram et YouTube, bien sûr, c'est des affaires sur les médias sociaux visuels que beaucoup de gens utilisent. Pour les médecins, en réalité, il y en a un groupe qui a fait carrément un média social pour les médecins. Il s'appelle The Rounds. Maintenant, pour vous dire la vérité, ce n'est pas que je suis en train de dire « Oh, c'est excellent, allez-y », mais c'est quelque chose que vous devrez voir. Je ne reçois aucun argent, que ça soit Twitter ou deux. Je ne sais pas vraiment d'où vient leur argent, mais c'est quand même HIPAA and PPDA compliant. Et c'est fait pour les médecins et les étudiants en médecine. Donc, si vous êtes médecin, vous pouvez jeter un coup d'œil, et là, vous pouvez discuter avec des médecins sur les pathologies et tout ça. Bien sûr, il y a des enjeux. Il y a des choses qu'il faut faire attention. Moi, je mets toujours celui de CMA et CMPA. Pourquoi? Parce que CMA, il a mis les enjeux très bien. Il dit, oui, faites attention à la confidentialité, les protections du médecin, questions qui sont liées aux communications. Et il y a des avantages, mais aussi, faites attention, connaître la technologie, les sécurités,
le setting de Facebook, ça change. Si je mets une photo privée et je tag madame, et madame, sa session est publique, ma photo maintenant sur son newsfeed est publique. Parce que je l'ai tagué. C'est les choses qu'il faut savoir avant de se lancer dans les affaires. OK? Soyez transparents, respectez les autres. Donc, jetez un coup d'œil. Il y a des problèmes qui peuvent arriver avec le professionnalisme. Donc, je vous conseille de jeter un coup d'œil. Et octobre 2014, CMPA a fait une très bonne perspective là-dessus. Pour les médecins, vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus aussi. À part ça, je vais terminer avec ceci. Avec les médias sociaux arrive ce qu'on appelle time management. N'est-ce pas? C'est le fait qu'on est tout le temps connecté. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que veut dire FOMO? FOMO, oui, allez-y. Fear of missing out. C'est la peur que j'ai, ou comme on a dit, les jeunes en haut, que quand le téléphone est là et je n'ai rien à faire, je dois tout de suite le ramasser, voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on doit être tout le temps connecté. Et ça affecte ni seulement les jeunes, mais aussi les gens âgés. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Et je vous donne un exemple très typique. Si on vous donne les iPads aux médecins, aux résidents, pour aller faire des tours de salle, n'est-ce pas? Vous faites des tours de salle, vous n'avez plus besoin de feuilles et tout ça, vous avez votre iPad, tout est là-dessus. Les notifications sur l'iPad doivent être éteintes. Parce que la dernière chose que je veux faire, c'est quand je suis en train de visiter la dame ici, j'ai 10 minutes déjà, qui n'est pas grand-chose avec elle, je ne vais pas recevoir des notifications de monsieur là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est une partie de time management. Et le physician burnout, education burnout, et tout ça, c'est vrai. Maintenant, on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut à un moment arrêter vos notifications. Vous êtes chef de CEPAS, vous êtes là même le dimanche en train de répondre aux courriels. Samedi, répondre aux courriels. On va en vacances. Oh, je suis en vacances, mais je vais essayer quand même de faire le maximum que je peux. Non! Moi, mon message dit, je suis en vacances, voici le numéro d'urgence à appeler, voici le numéro en anatomie d'appeler, j'arrive dans 2 semaines. Si c'est important, renvoie ton courriel. Pourquoi? Parce que j'efface tout ce qui est là quand je suis en vacances. Je ne reviens pas de vacances à 200 courriels. Si c'est important, tu le renvoies. Si ce n'est pas important, good luck. Maintenant, ça exige que j'aille un VIP list. Le doyen, le vice-doyen, ma femme, mes parents et tout ça sont sur mon VIP list. Eux, quand ils envoient des courriels, ça arrive. Même si je suis en vacances. Ottawa envoie des courriels, rien n'arrive. Mais il reçoit un message qui dit pourquoi je ne réponds pas. Est-ce que je suis sur les médias sociaux tout le temps? Mais comment? Mon ordi est devant moi. Même la notification pour les courriels est fermée. Pourquoi? Parce que je suis en train de travailler sur quelque chose. Je n'ai pas besoin d'entendre bip, bip, bip chaque fois. Quand l'heure est terminée ou 40 minutes, j'en ai ras-le-bol, là, je ouvre tous mes médias sociaux, tout le courriel et tout ça, et je commence à vérifier tout. Combien de temps? 5 minutes. Si c'est trop intéressant, 10 minutes. Et après, je referme tout. Comme ça, au moins, je ne suis pas dérangé par ce qui se passe. Parce que distraction, c'est très important. Et regardez, le malheureux, c'est que c'est pire pour les gens qui sont tech-savvy. Donc, les gens comme moi qui connaissent Twitter, Facebook et tout le reste, distraction est pire pour nous. Celui qui n'a pas de Facebook, Twitter et Instagram est moins distrait que moi. Donc, faites attention. Ce n'est pas parce que vous êtes tech-savvy et vous faites plein de choses que vous êtes à l'arbitre de faire des distractions. Non, de temps en temps, c'est pire pour nous que pour les autres. Comment on l'enseigne à l'Université d'Ottawa, et je termine là-dessus, on a un cours de 1 heure qu'on donne aux étudiants, c'est basé sur les cas de CFMS, Canadian Federation for Medical Students. On le fait depuis 2013, où on leur montre le positif qui peut venir en utilisant les médias sociaux avec le négatif. Ce n'est pas juste là pour dire « ne sois pas en Facebook ». Ne mets pas tes photos quand tu es en train de fumer du joint sur Facebook. Non, on leur dit « tu peux être sur Twitter pour suivre les conférences ». Mais fais attention, quand tu es avec tes patients, tu ne peux pas prendre une photo de lésions que tu trouves intéressantes et le tweeter. Vous voyez, le cas concret. Donc, c'est comme ça qu'on l'enseigne à l'Université d'Ottawa. Et j'aimerais terminer là-dessus avec une phrase que j'ai tirée dans un article qui est sorti il y a 2 jours dans le JAMA à propos de l'utilisation de Twitter. Et il dit « Online networks are people's real world now. We have to learn how to engage with people where they are, and where they are is online. » Merci beaucoup.
Ah, there you go. Alors, je vous invite à venir au micro. Il y a 2 micros pour poser vos questions, partager avec nous. Juste vous présenter en disant qui vous êtes, de quelle faculté, et Dr. Jalali va vous... Et vos expériences aussi. Je sais que je suis allé un peu rapidement, mais on voulait vous laisser le temps. Si vous avez utilisé le LinkedIn Group, si vous avez fait des affaires avec Facebook, j'aimerais l'entendre aussi. Je vous en prie. Bonjour, je suis Nathalie Cleyroux, bibliothécaire à Bibliothèque de la Santé. Merci pour votre présentation. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus de votre page Facebook en anatomie, comment les étudiants interagissent dessus. Puis, est-ce qu'il y en a qui ont des réticences à avoir leur profil un profil sur Facebook? C'est une des réponses qu'on a eues dans notre sondage. Rhoda va en parler tout à l'heure, que certains étudiants ne voulaient absolument pas aller sur les médias sociaux dans le cadre de leurs études de médecine. Donc, j'aimerais avoir votre feedback là-dessus. Tout à fait. Donc, je leur dis toujours, la première chose, vous avez tout à fait raison, si vous n'avez pas le droit de demander aux gens de créer un compte, de demander aux étudiants d'aller sur Facebook, ils ont le droit de refuser. Donc, la façon que moi, tout ce que je mets sur Facebook, c'est pour arriver à eux où ils y sont, n'est-ce pas? Mais la même chose, si il est important sur le cursus, va en courriel. Parce que ça, c'est la façon officielle. Ils doivent avoir un courriel. L'université, il dit, tes profs vont te communiquer avec courriel. Donc, disons, l'examen, voici le layout blueprint de l'examen. Facebook, courriel, n'est-ce pas? Après, je trouve un article très intéressant sur anatomie. Il y a une vidéo sur YouTube sur anatomie que je viens d'enseigner. Hernie inguinale, il ne le comprend pas. N'est-ce pas? À la place d'aller créer quelque chose, je vais faire une curation, je trouve une vidéo qui est... Ça va sur Facebook. Ça, je n'aime pas l'envoyer par courriel, ça n'a rien à voir avec Coursure, c'est un extra. D'abord, la vidéo, peut-être c'est en anglais, je ne veux pas envoyer un truc en anglais chez mes étudiants francophones. Par contre, ma page Facebook, c'est tout à fait pour moi. Donc, je le mets sur la page Facebook. Est-ce qu'il va affecter son examen? Peut-être il allait le comprendre s'il allait le voir, mais s'il n'est pas là, ce n'est pas comme si l'examen dépendait de cette vidéo-là. La raison pour laquelle j'ai pris la page Facebook et pas les groupes, c'était exactement ça. La page, c'est comme une page web. Vous allez maintenant sur ianatomy.ca, vous cliquez sur mon lien Facebook, vous allez voir ma page Facebook. Les étudiants qui savent que j'enseigne le mercredi, ils savent qu'ils doivent regarder le YouTube vidéo et le podcast la semaine avant, n'est-ce pas? Sur le Facebook, ils vont recevoir un rappel que mercredi, le cours arrive, voici le lien au YouTube, voici le lien au podcast. Si tu n'es pas sur Facebook, ce n'est pas grave. De toute façon, dès le début, je t'ai dit qu'on fait un flip classroom, tu dois le faire. Mais maintenant, c'est à toi d'aller trouver tes liens toi-même. Donc, Facebook, ça leur facilite de trouver ces affaires-là, mais ça ne va pas les empêcher à étudier. Ils n'ont aucun avantage d'être là-dessus, à part que tout arrive sur leur page Facebook. Par exemple, cette conférence-là, peut-être je vais le mettre sur la page Facebook, mais je ne veux pas envoyer un courriel aux étudiants et dire qu'il y a une conférence comme ça. Qu'est-ce qui est très intéressant, et je termine là-dessus, c'est que le premier jour que j'ai commencé à faire ça, la première année, après je leur demandais leur avis, j'ai dit, voici la page Facebook, maintenant c'est sur votre newsfeed, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y en a certains qui sont venus me parler après, ils ont dit, Dr. Jalali, vous êtes en train d'envahir notre vie privée. Et c'était excellent, parce que c'était une conversation qu'on a commencé pour leur dire, ta vie privée n'est plus si privée que tu pensais en réalité. Parce que moi, je ne serais jamais envahir ta vie privée. Ça montre que ta vie sur Facebook n'était pas si privée que ça. Tout ce que tu mets sur Facebook. Et c'est incroyable. Au début, quand on commence là-bas, le cours, en réalité, c'est très bien. Vous savez pourquoi? On le fait la deuxième semaine où ils rentrent en médecine. La première page, la première PowerPoint, j'ai fait un sondage. Qu'est-ce que vous utilisez le plus? Comme ça, s'ils sont en train de bouger de Facebook vers un autre outil, je les ai parce que je vais être où ils sont. Ça ne sert à rien que moi, je fasse le Facebook, il n'y a personne sur Facebook. Et je peux vous rassurer, ils sont toujours sur Facebook. Instagram commence à monter, mais pas beaucoup. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai fait. Et la deuxième chose, j'ai dit, googlez vous-même et regardez qu'est-ce que vous trouvez de vous-même. Et regardez sur Facebook. Et de temps en temps, vous voyez 2 filles à côté d'une l'autre. Pourquoi tu as mis cette photo? Il dit, mais pourquoi? Je suis très bien. Oui, mais tu as vu ma gueule, regarde à quoi je ressemble. Et vous avez dit, OK, est-ce que vous voulez partager ça? Et vous voyez que même, ils ne sont pas conscients que sa meilleure amie a mis des photos qu'elle n'était pas confortable de le mettre. Et ils se rendent compte, n'est-ce pas? Digital shadow. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas mis qu'il n'est pas là. Donc, c'est juste avoir ces conversations avec eux. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a une voiture qu'il sait conduire. C'est ça le truc. Ce n'est pas parce qu'ils ont des comptes Snapchat et tout ça
qu'ils savent l'utiliser. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est pour ça qu'il y a autant de cyberbullying qui se fait sur Facebook. Il y a des études qui ont été faites et ils ont montré que si vous avez, et c'était dans un journal de pédiatrie, et je peux vous l'envoyer si vous voulez, si vous avez 300 amis sur Facebook ou vous avez 1000 amis ou plus sur Facebook, donc moins que 300 plus que 1000, votre expérience de ce que vous postez soit totalement différente. Si vous postez quelque chose de positif, ça ne change rien. Si vous mettez quelque chose de négatif, celui qui a moins que 300 va avoir beaucoup plus de compassion et de posts positifs que c'est celui qui a plus que 1000. Pourquoi? Parce qu'à 14 ans, si vous avez 1000 amis, je pense qu'ils ne sont pas vos vrais amis, franchement, n'est-ce pas? Vous êtes juste essayé de gagner une popularity contest. Donc c'est très important de leur parler de toutes ces affaires-là. Si tu as 20 amis sur Facebook, il y a un problème. Ça répondait à votre question un peu? Merci. Comment allez-vous, long time no see? Alors, bonjour, merci pour votre excellente présentation. Je vous en prie. Chantal Lafont, pneumologue, puis responsable d'un bloc de cours aux étudiants de deuxième année, faculté de médecine. Brièvement, une réalité. Nous avons un environnement numérique d'apprentissage qu'on tente d'être le meilleur possible. Alors, j'aimerais vous décrire brièvement ce que j'ai fait et après que vous puissiez parler de façon éloquente sur ce que vous pensez de la multiplicité des outils. Donc, personnellement, moi, je priorise d'ajouter du matériel, des vidéos sur l'environnement avec un petit onglet « Nouvelle annonce », mais j'utilise le représentant de classe, s'il vous plaît, ajoute sur le Facebook des étudiants qu'il y a du nouveau matériel. C'est tout. C'est ma façon de faire. Donc, je fonctionne juste avec un corridor unique et avec du matériel que je sais que j'ai toujours en tout temps. Je sais très bien qu'ils se posent un tas de questions. Oui. Ils ont le forum de questions officiel du cours. Moi, je vais voir que le forum officiel du cours. Excellent. Alors, qu'est-ce que vous pensez? J'imagine que dans d'autres milieux, ils ont un site officiel, Studium Environnement numérique. Où vous placez la balance là, de nos interventions? Non, mais restez parce que j'avais entendu votre discours la dernière fois que j'étais ici et c'est excellent ce qu'elle fait. Et si je ne me trompe pas, vous donnez aussi des crédits pour les étudiants qui contribuent, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de crédit qui allait s'y donner? Non, ou s'il poste. Une initiative personnelle. Oui. À l'occasion, je vais faire ajouter comme au portfolio, au dossier de l'étudiant, une mention qui est très active sur le forum officiel du cours. Non, franchement, j'étais impressionné. C'est excellent ce que vous faites. Et c'est ça qui est l'exemple, n'est-ce pas? Vous avez besoin de leaders, des gens qui sont sur place, qui commencent à l'utiliser. Votre façon est tout à fait différente de ce que je faisais. Et moi, j'ai appris beaucoup de chez vous. Et Safa El Biali, je crois qu'elle est venue vous parler parce qu'elle voulait créer des groupes pour histologie. Et je vous ai envoyé chez vous. J'ai dit, écoute, moi, c'est la page et c'est vous qui vous faites le groupe. Non, c'est excellent, vraiment, c'était très bien fait. Merci de partager votre expérience. S'il y a d'autres qui ont des expériences pareilles, n'hésitez pas. Comme je dis, je suis là pour apprendre. J'ai appris de plein de monde ici qui sont présents. CMPA, toujours. Nous avons parlé beaucoup d'exemples en médecine et santé, mais je sais que dans l'auditoire, nous avons des enseignants et des membres de d'autres facultés, alors en médecine dentaire, éducation permanente, que faites-vous? Partagez avec nous. C'est encore trop tôt. Comment? J'ai dit c'est trop tôt. Petit à petit, ça va. On est là toute la journée. Donc. Oui, oups, attention. Vous voulez que j'amène le micro là-bas? Est-ce que ça vous... Rebonjour. Bernard Bérubé. Je suis technopédagogue au service de soutien à l'enseignement et j'enseigne aussi en éducation. Merci pour votre conférence, très intéressante. Deux, trois choses sur lesquelles je crois qu'il faut insister. Toute la question de la vie privée, vie publique. Effectivement, comme stratégie,
je pense que de leur faire réaliser que leur vie n'est pas aussi privée qu'ils le sont est très important. Dans les cours, c'est ce que je fais en premier. Je leur démontre très, très rapidement que j'ai accès à une foule d'informations sur eux. Et là, ce qu'ils me disent, ben oui, mais je leur dis, mais justement, ce que vous avez dit, c'est que leur vie privée n'est pas aussi privée qu'ils le pensent. Ça, je pense que quand on se sert des médias privés, des médias sociaux dans nos cours, il faut leur démontrer assez rapidement. Et leur montrer assez rapidement qu'on va s'en servir du point de vue pédagogique, comme outil. Vous avez démontré, entre autres, comment ça peut être intéressant pour les classes, la classe inversée, pour une pédagogie plus active. Je participe en ce moment à l'Université de Montréal au développement des premiers MOOC. Il y en a un, entre autres, l'idée par la Faculté de médecine, PRC, sur le processus de raisonnement clinique. Et ce qui est intéressant et ce que l'on découvre aussi, c'est que les MOOC, qui sont des Massive Open Online Class, donc des cours largement ouverts à tous, gratuits sur Internet, disponibles, etc., on découvre que les MOOC doivent être juxtaposés à des réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux-là, on peut les créer par quoi? Ben, avec des outils comme Twitter, Facebook, etc. Et là, on a une très bonne démonstration comment l'apprentissage sur des plateformes diverses, hein, ça peut être des formations à distance, ça peut être des formations en présentiel, peu importe le type de formation, mais que l'utilisation des réseaux sociaux devient presque indispensable à la création de réseaux d'apprenants, de praticiens, et c'est un plus pour l'enseignant, et c'est un plus aussi beaucoup pour les étudiants. Mais tout ça, c'est pas toujours évident parce qu'il faut effectivement apprendre aux étudiants comment s'en servir. Et la meilleure façon, c'est de s'en servir de façon éthique soi-même. Et ça, on a beaucoup d'apprentissage à faire. Je les utilise, mais je vous avoue que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je ne cesse d'apprendre parce que ce n'est pas toujours évident comment effectivement s'en servir et à de quelle façon. Voilà, c'est ça. Mais moi, je m'aperçois que l'un est indispensable. Et vous avez dit une phrase qui est extrêmement importante dans tout ce que vous avez dit. Je suis où ils sont. Je suis où sont mes étudiants. Je suis où sont mes patients. Je suis où sont mes confrères. Je suis où sont mes consoeurs. Je pense qu'il y a là une phrase clé dans votre conférence sur laquelle il faut insister. Et pour moi, c'est le départ pour tout. Parfait. Merci beaucoup. Merci de votre expérience. C'est excellent parce que les MOOC, c'est un milieu que je ne suis pas familier avec, mais c'était très intéressant de voir l'interaction qu'ils pourraient faire entre les deux. Et je suis heureux de voir des champions comme vous qui prennent ces outils-là et ils l'avancent parce que c'est ça qu'il vous faut, n'est-ce pas? Si je viens ici et parler et personne ne fait rien, on n'avance à rien du tout. Il faut des gens comme vous, comme les autres qui le prennent. Donc, oui. Merci de votre expérience. J'aurais une question. Oh, bravo. Vous avez dit à quelques reprises que ça prend toujours un champion dans une unité, dans un département ou une faculté pour partir la balle. Mais quel conseil donneriez-vous à un enseignant qui est très novice, n'a pas de compte Facebook, Twitter, elle voit tout le monde qui en a? Par où commencer? Comment soutenir les enseignants novices qui ont un intérêt, mais sont un peu réticents? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Très bonne question. Donc, moi, je trouve toujours la meilleure façon, c'est de parler aux gens qui sont autour de vous, qui sont dans le même domaine, n'est-ce pas? Si vous êtes en pharmacie, voyez les gens qui enseignent de la même façon, qui sont dans la même clinique que vous, et demandez, est-ce que tu utilises, par exemple, Twitter? Est-ce que tu utilises... LinkedIn, c'est votre identité, n'est-ce pas? C'est à vous de le faire. Personne ne va faire de LinkedIn ou une identité sur la page de l'Université de Montréal pour vous. Ça, il faut demander à votre département, j'aimerais avoir une page avec ma photo, avec tout ce que j'ai fait, tout ça là-dessus. Mais pour, par exemple, Twitter, si vous le savez, demandez aux gens, et je vais vous le dire une chose, le CIE à Twitter a dit 40% des gens qui sont sur Twitter, ils ne tweetent pas. Ce n'est pas parce que vous êtes là-dessus que vous devrez contribuer. Il y a plein de gens qui sont introverts, qui ne contribuent pas du tout, mais ils suivent tout le temps. Moi, des gens viennent me parler qui sont 2 bureaux plus loin que moi, ils disent « Excellent, qu'est-ce que tu avais mis? » Moi, je dis « Mais tu es sur Twitter? » « Oui, mon nom, c'est ça, mais je ne tweete jamais et c'est mon compte privé. » Mais ils suivent vraiment tout ce qui se passe dans le domaine parce qu'on est dans le même milieu, mais il n'a aucun intérêt à tweeter parce que, vous savez, il dit « Mais je ne veux pas rentrer dans toute l'histoire, confidentialité, tout ça, non merci, ce n'est pas pour moi. » Mais il suit quand même régulièrement le monde.
Et il faut donc parler aux gens qui sont autour de vous. À un moment, ça devient important, c'est quand vous êtes leader dans quelque chose, on parle de vrais gens dans le leadership, n'est-ce pas? Vous êtes doyen, vice-doyen, chef de département, chef de division et tout ça. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas juste votre ombre digitale, c'est l'ombre digitale de votre association, de votre département qui est en jeu. Donc, si je suis le chef d'un hôpital et je n'ai aucune idée des hospital ratings de mon hôpital, le premier jour que je vais entendre parler de ça, c'est un samedi soir au journal. Et ça ne doit pas faire. Vous devrez être prêt pour les crises dans les médias, vous devrez être prêt pour les crises dans les médias sociaux et vous devrez savoir comment il est en train d'aller. Vous devrez voir votre user de votre hôpital et voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est pourquoi il y a tout le temps des affaires négatives qui sortent, des affaires comme ça. Donc, si c'est juste un enseignant avec les collègues, même pas besoin de tweeter ou même pas besoin de faire quelque chose, juste un digital footprint, si vous êtes plus haut, franchement, il vous faut des gens de communication qui vont vous dire l'importance de tout ça. Bonjour, Raymond Lalande, Faculté de médecine. Bonjour. Nos étudiants sont de la génération Y. Nos professeurs sont des baby boomers. Oui. Puis même encore, je pense qu'on en a quelques-uns qui sont d'avant les baby boomers. Avez-vous une recette magique à l'Université d'Ottawa pour faciliter... Parce que là, il y a un choc générationnel. Oui. On le voit de plus en plus. Ce n'est pas comme il y a 30 ans ou 40 ans où les méthodes pédagogiques que nos professeurs ont vécu comme étudiants, ce sont les mêmes, ils utilisaient les mêmes comme professeurs. Là, on est rendu dans une situation de choc générationnel sur le plan pédagogique. Qu'est-ce que vous faites à Ottawa, ou vous, personnellement, pour convaincre vos collègues? Donc, comme vous le savez, c'est comme n'importe quel changement, vous avez 8 étapes de Cutter change, application, vous avez 8 étapes. Donc, la première étape, quand vous faites des changements comme ça, c'est montrer que c'est urgent de faire ça. On fait des fac-dev. On fait beaucoup de fac-dev, de faculty development, de développement facultaire qu'on fait. Donc, on va leur parler de la même chose. Et comme vous dites, si c'est les générations, on parle beaucoup de différences entre les générations. Et on dit, vous savez, c'est en train de changer. On peut faire tout ce que vous voulez. C'est comme ça que ça se passe. Et dernièrement, je parlais aux gens de CMPA et c'est ce qu'ils me disaient aussi. Avant, on savait qu'ils textent. On leur disait de ne pas le faire. Mais quand vous voyez que tous les médecins sont en train de texter des photos de patients, vous allez au moins faire un e-consent. Comme ça, les médecins qui vont le faire vont avoir le consent des patients parce que comme ils l'utilisent, autant essayer de les protéger où ils sont. Donc, la première étape, c'est que commencer à leur dire que c'est urgent qu'on fasse ces changements-là. Et après, il faut avoir les leaders qui sont en bord, n'est-ce pas? Il faut aller chercher celui qui est en charge de pre-clerkship, celui qui est en charge de clerkship. Si je suis en anatomie, le chef de division d'anatomie dit c'est important pour nous de faire ces changements-là. C'était la même chose quand on a commencé avec APP. J'en suis sûr, vous avez eu le même cas. Je suis tranquille en train d'enseigner devant 100 étudiants et maintenant tu me demandes d'aller retrouver 20 autres personnes. On se met tous dans les petites pièces, s'asseoir, discuter et tout ça. Mais c'est la même histoire. Donc, on va essayer de dire aux leaders, regardez, il faut que vous nous aidez à faire ceci. Et là, il faut dans chaque noyau, comme je le dis encore une fois, trouver le champion. Je ne peux pas être là pour aider le département de chirurgie d'implanter leurs affaires. Moi, je leur donne un truc cet après-midi, après je me casse. S'il n'y a personne qui y touche, c'est à eux, n'est-ce pas? C'est à eux de vraiment se regarder et dire, et peut-être ils n'en ont pas besoin. C'est ça l'histoire aussi. Vous savez, si vos patients, comme je dis, s'ils sont gériatrie et ils sont très contents avec les pamphlets que vous leur donnez, c'est correct. Mais les étudiants, ils y sont. Et maintenant, c'est important parce que, pourquoi? Avec le FMEC, le Future of Medical Education in Canada, responsabilité sociale, c'est en première page. Pour ceux qui sont dans l'éducation médicale, la conférence de pédagogie médicale, c'est à Montréal au mois de mai, CCME, Canadian Conference. Et le thème, c'est quoi? Social accountability. Donc, social accountability, ça veut dire être dans la société, ça veut dire faire des affaires comme ça. Mais à la fin de la journée, c'est franchement le noyau qui est là, qui doit faire les affaires. Moi, je peux vous le dire, chaque fois que je donne des fac-dev, chaque fois que je fais des faculty development, j'ai de la chance, si sur 100 personnes, j'ai peut-être 5% qui sont convertis. Franchement, ça veut dire ça. Mais, et de l'autre côté, vous allez au Royal College, vous parlez et soudainement, quelqu'un comme Jason Frank, qui est en charge de CanMeds, il fait un clic comme ça et il le prend et il court avec.
Et maintenant, ICRE, il tweet, CanMEDS 2015 est partout dans les YouTube et tout ça. Pourquoi? Parce qu'un de leurs champions, ce n'est pas à moi de faire ça, vous voyez, c'est difficile. C'est pas facile du tout. Et à un moment, Cutter, c'est la même chose. À un moment, vous coupez. S'il y a 20% qui sont résistants, vous dites, écoute, peut-être c'est le moment que tu n'enseignes plus à nos étudiants. C'est aussi ça, je m'excuse, mais c'est comme ça que ça marche, le changement. À un moment, il faut mettre le pied par terre et dire, on va faire le e-learning, on va faire des MOOC, on va faire des SLM, des Self-Learning Modules. Si vous n'êtes pas d'accord, je m'excuse, tant pis. Oui. On a encore du temps pour une dernière question. Là aussi, vous voulez que j'amène le micro là-bas, comme ça ils sont... Oui. Oui, je vais vous amener le micro. Je crois que comme il enregistre, il va sûrement... Merci, il y a le monsieur juste à côté de vous aussi, je crois. Merci, voilà. Merci beaucoup. Je suis Sorrel Friedman. Je suis un enseignant d'anglais langue seconde à la Faculté des arts et sciences. Alors, la question de l'enseignement médical, c'est un peu nouveau pour moi. Mais moi, j'aimerais, premièrement, vous remercier de ces idées très, très fascinantes. Merci. Et puis, je crois que c'est important pour nous de voir que dans le monde que nous vivons maintenant, il y a comme un nouveau physique de l'espace et le temps. Ça veut dire que nos étudiants sont dans la salle de classe, mais ils ne sont pas vraiment ici. Ils sont partout. Ça veut dire que leur corps est ici, mais, mais c'est un peu ça. Alors, c'est un défi pour les professeurs, et je vais vous dire brièvement ce que je fais avec ça. Alors, il faut savoir que ce n'est pas juste qu'ils ont un appareil, ils disent « Ah, je prends des notes », mais ils ne prennent pas des notes. Ils sont sur Facebook, sur Twitter, ils regardent Instagram, toutes sortes de choses qu'on ne sait pas. Alors, ça, c'est une chose. Alors, l'idée de l'espace. L'autre idée, c'est l'idée du temps. Et aussi, vous avez dit la question de attention span des étudiants. Alors, ce que je fais en classe, par exemple, des fois, les étudiants dans les classes de langue, ils travaillent en groupe aussi, mais des fois, je dois expliquer quelque chose, un point de grammaire. Alors, je dis aux étudiants, moi, je dois expliquer un point de grammaire, ça va me prendre 8 minutes et demie. Alors, ils me regardent comme ça, 8 minutes et demie. Pour eux, c'est si maintenant je commence à dire, je vais vous parler durant 3 heures. Alors, pour eux, mais juste de donner des limites. Alors, ça, c'est juste un aperçu des choses. Mais aussi, ce qui est intéressant, ce qui se passe aujourd'hui maintenant, l'idée de temps et d'espace, c'est que nous sommes dans une salle, dans un bâtiment, mais il y a les murs physiques, mais il n'y a pas vraiment des murs physiques. Parce que je vois qu'on a ici le back channel, toutes les discussions qui se passent en arrière de tout ça, et nous pouvons le lire ici ou sur nos ordinateurs, mais on peut lire aussi ça sur l'International Space Station, si on a de Twitter. Alors, il faut savoir que les étudiants sont dans la salle de classe, mais ne sont pas 100%. Alors, c'est pour ça les questions de attention, mindfulness, silence, reflection sont importantes, sont beaucoup au-delà de l'appareil. Alors, nous avons les appareils qui changent nos vies, mais on est en train un peu de comprendre, de se questionner, c'est quoi exactement le changement? Parce que c'est vraiment un changement philosophique essentiel. Très bien, oui. J'aime bien votre... Merci beaucoup. J'adore l'idée de leur dire combien de minutes je veux faire. Ça, c'est vraiment... Alors, nous avons 5 secondes qui nous restent. Bonjour. Moi, c'est Gabriel Damour. Je suis conseiller technopédagogique à HEC Montréal. Premièrement, j'aimerais souligner que pendant que vous répondiez aux questions, vous avez tweeté. Oui, ça, c'est une chose que vous faites avec Buffer. Donc, pour ceux qui sont un peu de l'autre niveau, vous pouvez le faire. Donc, c'est programmé d'avance. Oui, c'est programmé d'avance. Vous n'avez pas toujours besoin d'être sur le... Non, c'est ça l'histoire aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre juste quelques secondes. Il y a une chapelle qui s'appelle Web 3.0. Vous faites que le web travaille pour nous. Donc, time management un peu. Moi, j'ai publié le MedEd. En réalité, je ne fais pas grand-chose. C'est un algorithme qui cherche le meilleur article d'éducation médicale. Il me l'envoie et je choisis les 10 premiers, je l'envoie, c'est tout. Et puis, ma seconde remarque rapidement, c'est que je voulais dire que c'est de plus en plus difficile de ne pas encadrer l'empreinte digitale de nos cours, parce que si on ne le fait pas comme enseignant,
les étudiants vont le faire à notre place. Ils vont se créer une page Facebook et les discussions qui vont se tenir sur cette page-là risquent d'être pas mal moins constructives que si Excellent. le prof l'encadre. Tout à fait. C'est un phénomène qu'on Oui. observe Non, vous souvent. avez tout à fait raison. Donc, Ça, c'est- raison de plus pour encadrer pour y être. soi-même. Oui, oui, non, bravo. Non, c'est très bien dit. Alors, merci à tous pour vos questions et commentaires et merci à Dr. Ali Jalali pour cette présentation.